Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci infiniment d'avoir accepté de présider cette journée anniversaire pour notre Master 2. On est sincèrement très honorés d'avoir le président de la FNDP avec nous aujourd'hui. Je remercie également tous les intervenants, particulièrement ma directrice de thèse, Marie-Élodie Ancel, qui m'a fait l'amitié de venir aujourd'hui. J'ai doublement la pression aujourd'hui. Je remercie également mes binômes de codirection de Master 2, Benjamin Mathieu, l'actuel, et Mathieu Robineau, le précédent. Je n'ai pas eu la joie de partager la codirection avec toi, Luc. Je suis entourée de Mathieu depuis que je suis au M2. J'ose à peine avouer que mon propre mari s'appelle Mathieu également. Il n'y a que des Mathieu autour de moi. Et je remercie tout particulièrement également les étudiants du Master 2 des IPAT et des GPP, parce qu'aujourd'hui, il y a l'actuelle promotion et puis les anciens des GPP, puisque jusqu'en 2018, le diplôme s'appelait Droit et gestion du patrimoine privé. Donc merci à eux de leur investissement pour la réussite de cette journée. Merci à Benjamin d'avoir réalisé plutôt le petit PowerPoint, diaporama avec les photos des anciennes promotions. Et j'en profite pour saluer Aline Chenet-Beaupré qui est dans la salle et qui a co-dirigé ce master également pendant, je crois, une dizaine d'années. Voilà, alors c'est fini pour les remerciements. Je prends les 35 secondes qui me sont données pour parler de la compliance, avec un soupçon de provocation pour commencer cette contribution. Vive les anglicismes. Effectivement, l'intitulé de ma contribution semble célébrer l'avènement des termes anglais dans la pratique des affaires. L'ingénierie est effectivement tirée de l'anglais engineering et renvoie à l'aspect technique, expert, stratégique du droit patrimonial. Compliance est issu du verbe to comply, observer, obéir, en accentuant de manière plus ou moins forte le M et le I des deux premières syllabes. Ce terme résonne plus ou moins agréablement à nos oreilles francophones, selon que l'on se réjouisse ou que l'on déplore cette incursion des termes anglais dans le vocabulaire juridique. En tout état de cause, ces deux termes, ingénierie et compliance, se sont imposés ces dernières années. Alors que sous l'impulsion des gestionnaires et des économistes, on a une pensée aujourd'hui pour Jean Onanier, la gestion de patrimoine s'était imposée depuis les années 80 comme une discipline autonome et transversale, l'ingénierie patrimoniale tente aujourd'hui à la remplacer. Il ne suffit plus de gérer en bon père de famille, comme on disait autrefois, il faut trouver des solutions adaptées, innovantes, créatives. Le terme est revenu à plusieurs, lors des précédentes contributions, à des problèmes de plus en plus sophistiqués, en raison notamment de la complexification des outils juridiques et financiers, en raison des enjeux internationaux, on en a parlé tout à l'heure, en raison également du renouvellement des modèles familiaux. Et dans la société libérale et compétitive actuelle, cette montée en puissance de la créativité, de l'inventivité pour surmonter les nouvelles préoccupations patrimoniales doit s'afficher, d'où, il me semble, le recours à cette expression d'ingénierie patrimoniale. On observe d'ailleurs sur le terrain une dissociation des métiers de gestionnaire de patrimoine et d'ingénieurs patrimoniaux, selon une distinction toute relative et subtile, et en l'absence de réglementation spécifique dédiée à la profession de conseil en gestion de patrimoine, on constate souvent que reviennent au premier la mission de rechercher de nouveaux clients, de commercialiser des produits financiers et d'assurance, alors que les seconds, les ingénieurs patrimoniaux, se consacrent aux aspects plus techniques et de conseil, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés, en définissant des stratégies adaptées à chaque type d'investissement, en proposant des cadres juridiques et fiscaux adéquats. Les professionnels de l'ingénierie patrimoniale ne jouissent donc pas d'un statut juridique autonome et unique, ils sont pluriels et peuvent aussi bien exercer à titre indépendant que dans une banque, dans une compagnie d'assurance ou encore dans une étude notariale ou un cabinet d'avocats.
quel que soit leur statut, tous ces professionnels de l'ingénierie patrimoniale sont aujourd'hui confrontés à des obligations nouvelles issues de ce que l'on appelle la compliance. La compliance est définie par la doctrine et notamment par Marianne Frison-Roche, qui œuvre considérablement pour sa réception en droit français, comme, je cite, l'ensemble des processus, des dispositifs mis en œuvre par l'entreprise qui permettent d'assurer la conformité des comportements de l'entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés aux normes juridiques et éthiques qui lui sont applicables. En somme, la compliance évoque la confiance, la morale, l'éthique. On la distingue le plus souvent de la conformité, en ce sens qu'elle ne vise pas seulement à déterminer si une situation est conforme à une règle donnée, elle participe davantage d'un esprit, d'une culture, d'une démarche. Dynamique, cette compliance implique d'internaliser au sein de chaque acteur privé la mise en œuvre effective de ce que Marianne Frison-Roche appelle des buts monumentaux pour la société, par exemple la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, par exemple la lutte contre la délinquance financière, ou encore la protection des données personnelles, ou encore la préservation de la planète. Parce qu'ils occupent une place stratégique au cœur des transactions nationales et internationales, et parce qu'ils disposent d'informations privilégiées sur leurs clients, les professionnels de l'ingénierie patrimoniale seraient plus à même que l'État lui-même pour œuvrer efficacement à la réalisation de ses intérêts dits supérieurs ou monumentaux. Présentée par ses plus fervents défenseurs comme une branche autonome du droit, la compliance désigne plutôt, selon nous, une démarche, un état d'esprit qui investit les opérateurs privés d'une mission de service public mondial. Elle les soumet ainsi à des obligations ex ante en leur imposant en interne une restructuration destinée à prévenir et à détecter en France et à l'étranger des comportements contraires à l'éthique. Plusieurs outils sont ainsi caractéristiques d'une démarche de compliance. L'élaboration d'un code de conduite, l'élaboration d'une cartographie des risques, la mise en place d'un dispositif d'alerte interne ou encore des procédures d'auto-évaluation ou de contrôle interne au sein de l'entreprise. Et ensuite, les autorités de régulation et de contrôle, comme l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou encore la toute nouvelle autorité française anticorruption, AFA, sont chargées de veiller à la qualité des dispositifs de conformité mis en œuvre au sein de chaque entreprise. En cas de manquement, elles peuvent prononcer de lourdes sanctions à l'encontre des professionnels défaillants. Néanmoins, cette mutation des ingénieurs patrimoniaux en agents de légalité fait débat. Certains estiment que cette délégation de pouvoir du public au privé est une dérive dangereuse qui transforme la philosophie de l'intervention pénale. D'autres considèrent qu'il s'agit d'une stratégie de l'État pour faire financer au secteur privé des missions de service public. En tout état de cause, la compliance fait aujourd'hui réagir et, comme bien des mouvements à portée d'outre-Atlantique, suscite la méfiance. Ne fait-elle pas peser sur les professionnels de l'ingénierie patrimoniale des obligations de plus en plus nombreuses, voire parfois contraires? Ne reflète-t-elle pas la complexification, voire la schizophrénie, Olivier Carré en parlait ce matin, du droit moderne, et on peut s'interroger sur l'influence que la compliance exerce aujourd'hui sur la discipline ou métadiscipline ingénierie patrimoniale. Comme l'expression aux prises avec utilisée dans l'intitulé de cette communication le laisse supposer, la compliance perturbe manifestement l'exercice des activités des professionnels de l'ingénierie patrimoniale. Elle met non seulement à leur charge des obligations nouvelles et les expose à des responsabilités accrues, mais à l'analyse, elle accompagne également une transformation de la discipline et une mutation de ses enjeux, de ses méthodes et de ses acteurs.
Dans un premier temps, envisageons la charge qu'implique la compliance en ingénierie patrimoniale. 2 exemples ici permettent, me semble-t-il, d'illustrer les effets de la compliance dans l'activité quotidienne des professionnels de l'ingénierie patrimoniale. Si, comme plusieurs textes anciens en attestent, la protection des données personnelles et la lutte contre le blanchiment d'argent ne sont pas des enjeux nouveaux pour la profession, ces combats sont aujourd'hui placés au centre des débats par des réformes récentes et nécessitent actuellement la mise en place de processus de conformité particulièrement lourds à gérer pour ces professionnels. S'agissant tout d'abord de la protection des données personnelles. Dans le cadre de ces activités, le professionnel en ingénierie patrimoniale est naturellement amené à collecter, traiter, mettre à jour les informations personnelles concernant ses clients, voire ses prestataires ou ses partenaires. D'accord ? Il est astreint, on le sait, au secret professionnel et il lui appartient d'assurer la confidentialité des informations qu'il reçoit. En plus de ces règles, des règles spécifiques à chacune des professions liées au secret professionnel et des obligations prévues par la loi informatique et les libertés de 1978, vous le savez, il doit dorénavant, et depuis le 25 mai 2018, se conformer au règlement européen sur la protection des données personnelles. Ce RGPD est présenté comme un outil de compliance. Pourquoi ? Eh bien là encore, parce qu'il oblige chaque professionnel à internaliser la lutte en faveur de la protection des données personnelles. Effectivement, chaque professionnel est dorénavant tenu de mettre en place des mesures techniques, organisationnelles, appropriées afin de préserver la sécurité des données et leur intégrité, et également afin d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. Quel que soit le statut, quels que soient les moyens du professionnel de l'ingénierie patrimoniale en place, qu'il exerce à titre indépendant ou qu'il soit notaire, avocat ou dans une banque, il doit se conformer à ce processus de mise en conformité au RGPD. D'une part, il doit assurer le respect des règles relatives à l'information du client concernant la collecte de son consentement, la finalité des informations collectées, les modalités de conservation de ces données, durée, lieu de stockage par exemple. De l'autre, il doit également assurer l'accès à différents droits consacrés par le RGPD, le droit à l'oubli, le droit à la rectification des données ou encore le droit à la portabilité des données. Si l'on s'arrête sur ce dernier droit à la portabilité des données, on comprend que techniquement, cela peut être considérablement difficile pour les professionnels de l'ingénierie patrimoniale d'assurer cette mise en conformité. Si l'on se reporte au texte du règlement, il énonce que le droit à la portabilité des données conduit à faire sortir des données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, donc ce qui exige non seulement de faire le choix des données que l'on estime éligibles à la transmission, mais en plus de mettre en place des outils informatiques dédiés à la transmission de ces données. On imagine ici les coûts que représente ce type de recours aux instruments informatiques. Ce dispositif du RGPD passe également par la désignation d'un délégué à la protection des données, obligatoire pour tous les organismes qui traitent de données sensibles. Or, il me semble que dans l'approche globale du client, comme on énonce dans nos cours de stratégie en conseil en gestion de patrimoine, on est manifestement sur de la donnée sensible du client concernant son identité, son régime matrimonial, la composition de son patrimoine. En plus de cette désignation du DPO, délégué à la protection des données en français, s'ajoute encore la mise en place d'un plan d'action, informer les clients via les plateformes et les sites internet, et également par des mentions adéquates dans les actes. Clairement, la mise en œuvre du RGPD, avec le RGPD, constitue une charge pour le professionnel et les différentes procédures de contrôle ainsi que les sanctions prévues en cas de manquement l'exposent à des responsabilités non négligeables. En réalité, s'applique ici un principe qu'on appelle d'accountability, une forme
de contrôle a posteriori de la Commission nationale informatique et liberté, effectivement, la CNIL va demander à l'entreprise contrôlée de prouver qu'elle a bien mis en place des dispositifs adéquats et appropriés pour assurer sa conformité au RGPD. Et ici, on voit que les contrôles de la CNIL sont particulièrement renforcés. Ce contrôle peut s'effectuer sur place, sur pièce, sur convocation, sur Internet. Les sites Internet, par exemple, des cabinets de gestion de patrimoine, ont fait, durant l'année 2018 et 2019, l'objet de plusieurs vérifications scrupuleuses et donné lieu à des constats de non-conformité conduisant à l'application de condamnations à des amendes conséquentes. Pour le secteur patrimonial, on peut parler de deux sanctions prononcées par la CNIL en 2019, notamment à l'égard du groupe immobilier Sergic, également spécialiste du courtage en assurance, qui s'est vu condamné 28 mai dernier à une amende de 400 000 € pour de graves manquements à la gestion de données personnelles extrêmement sensibles. De même, quelques mois plus tard, la société Active Assurance a été sanctionnée d'une amende de 180 000 € pour ne pas s'être assurée que chaque personne pouvant accéder à un document numérique était bien habilitée à le consulter. On le voit donc, le risque de condamnation est donc réel et amplifié par le fait que tout utilisateur, professionnel ou consommateur, ou concurrent, peut saisir la CNIL indépendamment de toute action en justice ici, de manière à ce que la CNIL procède aux vérifications nécessaires. Donc la mise en conformité avec le RGPD, manifestement, soumet les professionnels de l'ingénierie patrimoniale à une charge particulièrement lourde. Autre exemple, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Là encore, rien de nouveau. L'ingénieur patrimonial, le conseiller en gestion de patrimoine, est au cœur des transactions nationales et internationales, au cœur des échanges financiers, et donc il est investi d'une mission essentielle pour lutter contre le blanchiment. On observe que la liste des assujettis aux obligations déclaratives de Tracfin n'a eu de cesse de s'accroître depuis 1990 et sous l'impulsion des recommandations du GAFI et des directives européennes, notamment de la deuxième directive en la matière. Sont aussi bien visés les banques, les compagnies d'assurance, les conseillers fiscaux, les notaires, les avocats que les autres membres de professions juridiques indépendantes quand ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans le cadre d'opérations financières ou immobilières. Dès l'entrée en relation avec le client, au terme d'une procédure qu'on appelle « Know Your Customer », le professionnel est obligé de prendre toutes les mesures de vigilance appropriées pour se renseigner sur les risques potentiels de son client. Rien de nouveau jusque-là. Sauf que dans un contexte post-attentat où le législateur a souhaité renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, a souhaité renforcer cette lutte contre le blanchiment en s'appuyant précisément sur des procédures inspirées de la compliance. Pour plus d'efficacité, cette loi Sapin II a effectivement internalisé la lutte contre le blanchiment d'argent au sein de chaque entité. Et dorénavant, les entreprises comptant au moins 500 salariés et dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont contraintes de mettre en place des dispositifs de conformité effectifs. L'article 17 de la loi Sapin vise pas moins de 8 obligations inspiré des outils traditionnels de la compliance. Je cite, l'élaboration d'un code de conduite, la mise en place d'un dispositif d'alerte interne, l'établissement d'une cartographie des risques, l'évaluation des clients et fournisseurs, la formation des cadres et des personnels, la mise en œuvre d'un régime disciplinaire. Bref, ici, on le sent bien, c'est véritablement les outils, les instruments de la compliance qui sont utilisés. Si l'on prend la seule cartographie des risques, quel est son but? Elle vise à prendre la mesure des risques de chaque relation d'affaires et à mettre en place un outil technique pour visualiser effectivement chaque risque, tous les risques des relations d'affaires.
Aujourd'hui, cette cartographie des risques repose principalement sur des outils de data mining et de machine learning qui, là encore, imposent des coûts supplémentaires pour les professionnels et qui imposent aux professionnels de se former lui-même à ces outils techniques de vérification. Non seulement ces outils informatiques permettent de collecter des données nombreuses sur le client, sa situation géographique, les produits et services qu'il délivre, les transactions, les canaux de distribution qu'il emprunte, mais là encore, avec un outil visuellement accessible, et notamment ce sont des mécanismes reposant sur les systèmes d'apprentissage supervisé, ce qu'on appelle le machine learning, et notamment le machine learning par arbre de décision, qui sont ici utilisés. Saisissant les opportunités de ce nouveau marché, les prestataires de services de compliance et les start-up innovantes se sont bien sûr lancés dans l'élaboration de nouveaux produits techniques de plus en plus performants et, là encore, de plus en plus onéreux. L'autorité française anticorruption, l'AFA, est ensuite chargée de vérifier l'efficacité du programme adopté et elle peut, au terme d'une enquête, demander à ses agents de se rendre sur place pour questionner toute personne dont l'assistance apparaît nécessaire, y compris, nous dit le texte instaurant l'AFA, les personnes externes à l'entité contrôlée. On le voit ici, sous couvert du respect de la lutte contre le blanchiment d'argent, le respect de la protection des données personnelles et du secret professionnel sont relégués ici au second rang. Donc quand on nous parle de buts monumentaux, on peut s'interroger sur la hiérarchie entre ces différents buts. Doit-on privilégier la lutte contre le blanchiment ou la protection des données ? Il semble, en tout état de cause, aujourd'hui, que ce soit plutôt la lutte contre le blanchiment qui l'emporte, tout du moins en France. Donc, manifestement, aujourd'hui, la compliance s'impose aux professionnels et conduit à une complexification de l'ingénierie patrimoniale. Toutefois, cette complexification est justifiée. Elle est justifiée au nom de l'éthique et c'est en réalité à une mutation en profondeur de l'ingénierie du patrimoine que semble conduire la compliance. Effectivement, elle conduit à appréhender l'ingénierie patrimoniale différemment, en ne la circonscrivant pas à des considérations purement individualistes, mais en lui conférant un rôle à jouer au profit de la société tout entière. Elle renvoie ici à la nécessité pour le professionnel de prendre en compte l'impact de ses activités sur le monde qui l'entoure et effectivement d'assurer une certaine dimension éthique. Cette dimension éthique insuffle un renouvellement des enjeux, des méthodes et des acteurs. Renouvellement des enjeux, tout d'abord. Traditionnellement, et les termes sont revenus au fur et à mesure de la journée, l'ingénierie patrimoniale est présentée comme tournée vers la satisfaction d'intérêts purement individuels, voire égoïstes, et le champ lexical que l'on retrouve pour l'évoquer, c'est le profit, la rentabilité, la défiscalisation, l'optimisation fiscale, la minoration de l'impôt. Donc, strictement, on est là dans la recherche d'intérêts individuels, voire, pour certains, égoïstes. Cela ne signifie pas que les clients sont désintéressés de l'intérêt général, puisqu'ils participent indirectement en payant leurs impôts, mais ce qu'ils recherchent en recourant à la technique de l'ingénierie patrimoniale réside avant tout dans la satisfaction d'intérêts individuels. La compliance, en revanche, poursuit une finalité différente et est naturellement tournée vers la satisfaction d'intérêts généraux, qualifiés encore d'intérêts supérieurs, de buts monumentaux. On trouve également l'appellation buts cruciaux. Elle revêt en ce sens une dimension manifestement collective, étant à faire comprendre aux acteurs de l'ingénierie patrimoniale le rôle et l'intérêt économique, juridique, mais également réputationnel, qu'ils ont à s'impliquer dans ces combats. À l'examen, la mutation de l'ingénierie patrimoniale vers des considérations plus éthiques est incontestablement en marche. Elle émane parfois du client lui-même qui se tourne vers l'investissement dit responsable, vers les modes de financement participatif, encore les fonds de notation. La compliance cherche, elle, à insuffler l'éthique en partant du professionnel, en
faisant évoluer le comportement du professionnel lui-même. Néanmoins, cette alliance ingénierie patrimoniale compliance suscite encore quelques réserves. Les valeurs qu'elle défendent semblent a priori contradictoires. Et alors que l'ingénierie patrimoniale repose sur la confidentialité, la compliance est tournée vers la transparence. Surtout, l'ingénierie patrimoniale reste encore dans l'esprit général tournée vers l'habileté fiscale, alors que la compliance cherche précisément à œuvrer contre la fraude et la délinquance financière. Et en la matière, il peut apparaître contradictoire, voire schizophrénique, de proposer tout à la fois des services pour minorer le montant de l'impôt dans le but de satisfaire des intérêts strictement individuels et d'afficher sa participation à la sauvegarde de l'intérêt général par la mise en place de programmes de conformité. Une certaine méfiance à l'égard de la mutation éthique de l'ingénierie patrimoniale persiste donc dans l'esprit de certains, et il ne manque pas d'ailleurs d'en dénoncer le caractère strictement artificiel, voire cosmétique. Enfin, la mutation des méthodes et des acteurs. Les programmes de conformité interne reposent, on l'a dit, sur des outils informatiques performants dont les professionnels de l'ingénierie patrimoniale ne peuvent plus faire l'économie. Comme on l'a dit, la technologie offre des solutions efficaces et effectives pour assurer la portabilité des données ou cartographier les risques. Les professionnels doivent ainsi créer, se former, suivre continuellement ce qu'on appelle les legal tech, voire externaliser les services de compliance auprès de services dédiés. Dans ce contexte, on observe dans les plus grandes structures une dissociation des secteurs juridiques et des secteurs de compliance, des secteurs de conformité, avec l'apparition de ceux qui œuvrent pour la compliance au sein de l'entreprise et que l'on dénomme les compliance officers. Ils sont chargés d'assurer la veille réglementaire, nationale, internationale, d'assurer la qualité des dispositifs internes, de mettre en place des outils de prévention, de former les salariés à l'application des procédures. Toutefois, cette profession, qui prend de plus en plus qui mobilise de plus en plus de personnes, est nouvelle et régie par aucun texte. Rien n'impose aujourd'hui la formation juridique de ces compliance officers. Et l'on observe que l'entreprise fait parfois le choix de nommer à ces postes des cadres connaissant bien la structure en interne ou des techniciens, des informaticiens qui maîtrisent parfaitement les outils sophistiqués de compliance. Le plus souvent, le compliance officer est choisi en raison de ses compétences humaines, de ses soft skills, le sens de la communication, l'empathie, la pédagogie, qui lui permettent d'insuffler une démarche de conformité durable dans les équipes. Dans les grandes entreprises, les professionnels de l'ingénierie patrimoniale sont donc amenés à travailler et à composer avec ces nouveaux acteurs et avec ces nouveaux outils techniques. Bien sûr, cette collaboration ne peut être efficace que si la répartition de leur rôle est clairement organisée et si leurs missions sont explicitement définies. Or, en l'état actuel, on peut déplorer que leurs compétences et leurs fonctions respectives ne soient pas plus encadrées. S'agissant des compliance officers, il semblerait souhaitable que les textes réservent cette fonction à des juristes qualifiés, capables de saisir les enjeux des textes nationaux, internationaux, de préparer les contrôles des régulateurs et d'y faire face, le cas échéant. À l'heure où l'on dénonce les risques d'un business de la compliance, une clarification de leurs conditions de compétences professionnelles et de leurs titres paraît nécessaire. Elle l'est tout autant, et j'en terminerai par là, pour les professionnels de l'ingénierie patrimoniale. Les métiers dans le secteur de l'ingénierie patrimoniale se développent. Conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine, conseiller en investissement, ingénieur patrimonial. Les règles déontologiques, les pouvoirs, les compétences diffèrent selon ces différents professionnels. Le client peine à saisir toutes les subtilités de ce langage. La profession d'ingénieur patrimonial gagnerait donc, selon nous, à se structurer davantage et l'on ne peut que souhaiter que la réflexion initiée en 2011 par un Auvergnat, Louis Giscard d'Estaing en l'occurrence, sur la protection du titre
et de l'usage dans le secteur patrimonial soit effectivement et rapidement reprise. Voilà, je vous remercie.